Bonsoir à toutes et à tous, les titres de ce journal. L'émergence des villes passe par la modernisation d'infrastructures qui permettent à l'économie de prospérer. Les Béninois rêvent d'avoir des villes modernes à l'image des grandes villes de l'Hexagone. Malgré son état encore embryonnaire, il existe pourtant des productions de bonne facture quand on parle du cinéma au Bénin. Mais ces productions sont-elles dignes d'être inscrites au rang d'œuvres cinématographiques? La réponse dans ce journal. Et puis le sable est devenu un enjeu économique de premier plan dans beaucoup de communes au Bénin. Le dragage de sable a de nombreux effets directs sur l'environnement, des impacts environnementaux révélateurs d'une catastrophe. Ce 28 septembre, c'est la journée internationale de l'accès universel à l'information. Le thème choisi est le droit de savoir, construit en mieux avec le droit d'accès à l'information. Elle mettra en lumière le fait que le besoin du public d'informations précises et fiables est plus grand que jamais à l'heure où les pays luttent pour vaincre la pandémie de Covid-19 et reconstruire les communautés ainsi que les institutions. La communauté internationale, au travers d'institutions telles que l'UNESCO, où l'Union européenne reconnaît le droit d'accès à l'information publique comme étant un droit humain nécessaire pour la protection et la jouissance des autres droits, y compris le droit à la liberté d'expression. Les Béninois rêvent d'avoir les villes du Bénin telles que Cotonou, Parakou, Porto Novo ou encore Nati Tengu à l'image des grandes villes du monde. Ils n'hésitent pas surtout à comparer les villes du Bénin, notamment la capitale économique aux grandes métropoles. Selon les spécialistes, c'est une comparaison qui n'a pas sa raison d'être si l'on se réfère à l'origine de ces villes. Est-il alors possible de moderniser les villes béninoises? La réponse dans ce reportage signé Nadège Moladé-Sani. Nombreux sont les Béninois qui rêvent sans doute de voir Cotonou à l'image des grandes métropoles comme Londres en Angleterre ou Venise en Italie. Une comparaison entre Cotonou et ces villes du monde laisse croire que Cotonou est bien loin de réunir les critères qui font d'une ville une cité attrayante. Ces villes, pour la plupart, ont suivi plusieurs transformations, d'autres ont été totalement détruites et reconstruites selon la vision des responsables en charge de sa gestion. Un schéma national du territoire existe désormais au Bénin et a le mérite d'organiser en fonction des vocations l'espace national. Donc le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les villes, nos communes se dotent donc de documents de planification spatiale. La mise en œuvre du document s'avère nécessaire pour donner par exemple à Ouidah sa vocation de ville touristique et à Cotonou son statut de ville d'affaires. Lorsque normalement les gens demandent un permis de construire, c'est le document de planification qui permet de dire oui, ce que vous voulez faire est cohérent avec ce que nous avions prévu. Si ce n'est pas cohérent, on peut vous orienter là où il convient de le faire. Tout projet d'aménagement du territoire requiert l'expertise d'un architecte. C'est aux spécialistes de rendre la ville attractive et susciter l'admiration auprès de ses visiteurs. Qu'on décide aujourd'hui de faire de Gary un très grand centre d'affaires. Un peu comme le World Trade Center, de grands tours administratifs, des tours des banques, ici ou ça, pour faire des affaires, pour générer de l'argent et tout ça. Pas impossible de le faire, mais vous le faites et ça va vous coûter ce que ça va vous coûter. La beauté d'une ville ne se limite pas à ses édifices, il faut qu'elle dispose de parcs, de centres de loisirs et de détente pour l'embellir. Parce que si nous libérons les marécages, nous aurons réglé plusieurs problèmes en même temps. D'abord, nous pourrons disposer d'espace pour donner une bouffée d'oxygène à notre ville Cotonou en aménageant des espaces boisés, des parcs. Et deuxièmement, nous pourrons assainir notre ville. En dehors des places publiques, les quartiers et la qualité architecturale des bâtiments qui s'y trouvent donnent aussi à la ville son caractère atypique. Faire des habitations en hauteur, ce n'est pas dans nos cultures, mais nous sommes obligés d'en venir. On ne peut pas continuer à faire des extensions de lotissement alors que les centres-villes ne sont pas encore densément occupés. Il faut densifier l'habitat.
Une ville est aussi belle si ses artères sont assez larges et des voies de circulation plus rapides. Actuellement, différents chantiers sont en cours d'exécution pour rendre nos villes plus modernes et attrayantes. On l'appelle communément 7e art. Le cinéma, il se caractérise par des spectacles proposés au public sous forme de films. Mais au Bénin, il n'existe que de mini-productions cinématographiques et de nombreux citoyens se posent la question de savoir si ces productions peuvent être réellement classées parmi les œuvres cinématographiques. Le cinéma béninois face aux enjeux de la professionnalisation, c'est dans ce reportage. Tu vas passer certains films, même après avoir fini de regarder ce qu'ils font, tu vas te dire, mais le film parle de quoi? Des plaintes et des désolations des citoyens à l'encontre du cinéma béninois. Le cinéma existe-t-il réellement au Bénin? La question s'éveille dans les cœurs et certains acteurs cinématographiques tentent d'y répondre. Nous faisons du cinéma au Bénin. Nous y allons pas à pas. Ce que nous faisons, c'est du cinéma. Et comme tout cinéma, il est parti d'un certain niveau, a évolué petit à petit et est au niveau où nous sommes aujourd'hui. Pourtant, d'autres pensent que les acteurs béninois ne font pas encore du vrai cinéma. Nous faisons des efforts, mais ne faisons pas encore du cinéma au Bénin. Personne n'est capable de dire combien de films, longs métrages nous faisons en moyenne au Bénin régulièrement. Et lorsque vous n'avez pas ces données, ça veut dire que vous ne faites pas du cinéma. Des propos qui montrent le vrai visage du 7e art au Bénin. Le cinéma béninois ne parvient pas encore à s'imposer à l'international. Les irrégularités observées ces dernières années dans cette industrie seraient à l'origine des maux qui freinent son décollage. Vous avez d'une part les acteurs du métier qui croient tout savoir. Ils ne se cultivent pas, ils lisent pas, ils ne s'actualisent pas, ils ne se documentent pas. Et puis voilà, ils disent qu'ils sont réalisateurs, ils sont acteurs de cinéma. Il n'y a pas trop de publicité faite autour des œuvres cinématographiques béninoises. Sinon, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes cinéastes qui tous les jours travaillent. Beaucoup de réalisateurs sont tentés de faire des films pour plaire à l'extérieur parce qu'il faut des buildings, des maisons à étages, tout ça. Ce n'est pas forcément ce que les autres veulent. Les autres veulent nous découvrir à travers notre cinéma. La cinématographie béninoise ne dispose pas d'un cadre juridique, ce qui constitue l'autre handicap pour son financement. Des gens viennent s'installer au Bénin pour faire leurs projections et c'est réglementé par quoi? Comment doter la cinématographie d'un fonds? Et il y a plein de problèmes qui, une fois que le code sera voté, vont trouver leur solution. Tant de problèmes qui empêchent la professionnalisation du cinéma au Bénin. Des problèmes qui ne sont pas impossibles à solutionner. Si nous voulons véritablement faire du grand cinéma, nous sommes obligés de nous mettre ensemble. Sinon, nous n'aurons jamais les moyens de faire les films que nous voulons faire. Quand on n'a pas de formation, de stage, quand on ne nous envoie pas nous former, on est très vite obsolète. Il faut un coup de pouce de l'État. Il y a des merveilles dans notre pays, des merveilles que les gens voudraient bien connaître, mais qui malheureusement sont confinés dans l'anonymat. D'où la nécessité de convaincre les gens de faire des films spécifiquement béninois, des films qui nous ressemblent. Des remèdes appropriés qui pourront conduire à la professionnalisation du cinéma au Bénin. Pour y parvenir, chaque maillon de la chaîne devrait jouer sa partition. Le dragage constitue aujourd'hui l'un des procédés utilisés pour l'extraction du sable, pour les travaux de construction ou pour faciliter la fluidité du transport fluvial. Mais c'est une technique qui crée assez de dommages à l'environnement. Flavien Edia Devonou, environnementaliste, nous éclaire. Le dragage, c'est une opération qui consiste à extraire le sable, des matériaux ou des sédiments d'un cours d'eau ou bien d'un plan d'eau. On peut procéder au dragage d'un plan d'eau lorsque le plan d'eau est comblé.
lorsque le plan d'eau a beaucoup de sédiments, lorsque le plan d'eau commence par déborder. Vous savez, aujourd'hui, en plus de l'eau, qui est une ressource très utilisée, la seconde ressource naturelle que l'on utilise beaucoup, c'est le sable. Sa consommation est d'environ 15 milliards de tonnes par an. Donc, il s'agit d'un bien indispensable pour la construction. Le dragage de sable, lorsqu'il n'est pas bien fait, peut contribuer au déséquilibre de l'écosystème aquatique. Vous savez, dans un lac, par exemple, il y a des poissons et des endroits où on fait beaucoup de dragage. Quand je prends le cas du lac Nokwe, au niveau de Bonou, au niveau de Adjoum, au niveau de Soava, il y a des gens qui font beaucoup de dragage, n'est-ce pas? Dans ces endroits-là, vous n'allez pas avoir des poissons parce que l'endroit est tout le temps en mouvement, l'eau est tout le temps agitée, les poissons fuient ces endroits. Le dragage, lorsqu'il n'est pas fait dans de bonnes conditions, amène à un approfondissement du cours d'eau ou du plan d'eau. C'est-à-dire que les gens draguent jusqu'à aller à des profondeurs très élevées, ce qui fait que par endroits, vous allez tomber dans des trous au niveau de l'eau, parce que c'est trop profond. Cela peut provoquer des accidents lors de la navigation sur l'eau. Je vous invite à présent à suivre Eco Inter qui porte aujourd'hui la signature de Audrey Boubabaguto. Le Transgabonais a de meilleurs jours devant lui. Alors que le trafic ferroviaire gabonais ne cesse de croître, le Transgabonais, l'unique chemin de fer du pays, mis en service en 1986, devient vieillissant. Pour accélérer sa rénovation, le groupe français Eramet, qui détenait 99% des actions de la société qui gère le Transgabonais, a accepté d'ouvrir le capital à Meridiam, un autre groupe français. Ce groupe va apporter l'argent frais pour atteindre l'objectif de transporter plus de marchandises et plus de passagers. Fini les activités minières illégales dans l'est de la République démocratique du Congo. 6 sociétés à capitaux chinois ont été suspendues dans le sud Kivu. Le sud Kivu est la première région aurifère du pays. Elle représente près de 66% des exportations d'or congolais. À ce jour, aucune autorité congolaise n'est en mesure de fournir une liste précise, mais le nombre de sociétés chinoises exploitant l'or de l'est de la RDC semble avoir augmenté ces 5 dernières années. Depuis plusieurs mois, les communautés locales accusent ces sociétés de pillage. Ces entreprises n'ont pas de permis d'exploitation mais exploitent quand même. Elles sont aussi accusées de pollution des cours d'eau et de non-respect des droits de la population locale. Le Royaume-Uni n'en a pas fini avec les pénuries d'essence. Depuis des jours, l'essence se fait rare en Grande-Bretagne à cause de problèmes d'acheminement et du manque de chauffeurs routiers dans le pays. Pour pallier ces situations dues au Brexit, le gouvernement britannique entend délivrer des visas de 3 mois à 5000 chauffeurs et demande aussi aux patrons d'augmenter les salaires. Autant de mesures d'urgence pour enrayer la crise alors que le Premier ministre britannique a resserré les liens d'immigration depuis le Brexit. Pour plusieurs citoyens, ces mesures risquent de ne pas régler la situation. Au Kenya, l'industrie de l'alimentation animale est la plus importante en Afrique de l'Est. Si le segment affiche encore un énorme potentiel de développement grâce à la croissance du secteur de l'élevage, les acteurs doivent faire face aux défis de l'approvisionnement en matières premières. L'association des fabricants d'aliments pour animaux plaide actuellement pour une entrée sur le territoire du maïs jaune transgénique en franchise douanière. La céréale génétiquement modifiée est actuellement frappée par une disposition générale. Cette disposition interdit les importations de produits génétiquement modifiés ainsi qu'un droit de 50% lorsque les achats sont réalisés en dehors de la communauté d'Afrique de l'Est. Pour les manufacturiers, la levée de ces restrictions sanitaires et tarifaires permettrait d'avoir accès à une matière première abondante sur le marché international. L'objectif est de soulager l'industrie.
Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.